C'est ça qui me passionne. C'est comment aider chacun à mieux se connaître pour être le plus performant possible en maintenant sa motivation et sa confiance. J'adore. Bienvenue sur Tout un sport. Record du monde, Michael Phelps qui est en train d'écrire l'histoire. Vous l'avez fait les garçons. Vous êtes des géants. C'est la dernière mêlée. Allez, on touche. La libération est là. L'équipe de France est championne du monde. Et l'équipe de France championne olympique. Turbi Ryder. Oui, championne. Bienvenue sur Tout un sport, le podcast qui parle de tous les sports et de tout ce qui tourne autour du sport. Tout un sport, c'est un épisode sport chaque vendredi matin sur votre plateforme d'écoute préférée. Avant de démarrer l'épisode, je voudrais remercier SSM Academy, notre partenaire sur ce podcast. Il propose des formations pour accompagner les sportifs et sportifs de haut niveau à développer leur image. Pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, pour vivre le sport chaque jour. Allez, place à l'épisode, bonne écoute à vous. Eh bien bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis avec Arnaud aujourd'hui. Bonjour Arnaud. Salut, bonjour. Merci Frédéric. De rien. Arnaud Lelouette est coach et préparateur mental et j'ai voulu le recevoir dans Tout un sport et vous verrez pourquoi, parce qu'il fait le lien entre management de tes sports. Vous en avez déjà entendu parler dans Allez Vas-y, vous en entendez parler régulièrement dans Tout un sport, donc on va parler de ça, mais avant, on va démarrer par le portrait chinois, le classique portrait chinois. Première question du portrait chinois, si je te demande un lieu, quel serait-il ? Un lieu. Il y en a deux qui me viennent en tête. Moi, je suis breton d'origine, donc je me vois au bord de l'océan qui bouge sur mon rocher breton, en train de me ressourcer et de prendre ma dose d'iode. Puis un deuxième lieu, j'ai un endroit que j'aime particulièrement, c'est Embrun, au lac de Serpenson. Voilà, parce que ça me rappelle le sport, la montagne, l'eau. Et moi, j'ai toujours du mal à choisir entre la montagne et l'eau. Ok, et puis il y a souvent des triathlons qui sont... Ouais, on en reparlera, mais bien sûr, Embrun, c'est l'une des capitales, c'est l'une des mecs du triathlon en France, mais même dans le monde. Ok, bon, top. Si je te demande un plaisir gourmand, il serait plutôt sucré, il serait plutôt salé ? Ah, j'adore, moi, marier le sucré et le salé. J'ai failli dire, tu vas me dire... Bah ouais, forcément. Alors, quand je vais au restaurant et que je me ferai un petit plaisir, les enfants me disent, bon, papa, de toute façon, c'est comme d'habitude, ça va être une dame blanche. Donc, je vais faire très simple, mais j'aime bien la dame blanche. Voilà, une glace. Et puis, dans le salé, j'aime beaucoup tout ce qui va être les saveurs un petit peu indiennes. On va retrouver le côté salé, sucré aussi. Donc, voilà, un bon plat indien, poulet tikka, choses comme ça, j'adore. Ok, c'est noté. Si je te demande une passion et ou un passe-temps, tu me parlerais de quoi ? Passion, le sport. Alors, et dans la pratique, mais aussi dans la consommation de l'actualité sportive, d'accord ? Et puis, le passe-temps, j'adore lire et me nourrir de tout ce qui est comprendre l'individu, comprendre comment fonctionne notre cerveau. Donc j'ai l'impression, les deux sont intimement liés, mais c'est vrai que quand je me retourne, j'adore prendre un bouquin et puis dévorer tout ça. Et 2 heures après, je dis oups, le temps est passé vite. Et quand on s'est re-rencontrés, parce que voilà, par des liens, on s'est déjà rencontrés, tu étais venu avec un livre sur les All Blacks, si je ne me trompe pas. Et donc ce côté aussi collectif qui... Moi, mon passe-temps, effectivement, et c'est ce qui nourrit mon métier, c'est que j'adore créer cette analogie entre le sport et l'entreprise et le sport et l'entreprise. D'accord ? Et c'est vrai qu'il y a 2 bouquins qui m'ont énormément marqué, que je conseille souvent d'ailleurs, que ce soit aux sportifs ou aux dirigeants. C'est Le secret de l'All Black. Donc c'est la fameuse équipe de All Black qui en 2011 bat l'équipe de France d'1 point en finale à Auckland, voilà. Et quand on lit ce bouquin, on voit toute la préparation et mentale et organisationnelle. Enfin, c'est un livre de management et de sport fantastique. Et puis le deuxième, c'est le maître Onesta qui, dans son livre Le règne des affranchis, montre aussi que l'atteinte de la haute performance, c'est aussi organiser, c'est manager, c'est comprendre l'individu. C'est passionnant. Si vous les avez pas lus, je vous invite à les acheter très très vite. C'est clair. L'exemple dans les All Blacks, je me souviens sur le démarrage, il parle de l'organisation des vestiaires, de la manière dont ils nettoient, etc. Et donc c'est le collectif avant l'individu, quoi. C'est le collectif avant l'individu, et dans la philosophie des All Blacks, c'est quand tu rentres dans les All Blacks, et le jour où tu en sortiras, tu seras un meilleur homme. C'est vrai. Voilà. Et il part du principe qu'être un meilleur homme, c'est que chaque jour, essayer de donner le meilleur de soi-même et de progresser individuellement, forcément au service du collectif. Et c'est vrai que qu'on soit capitaine ou
membres du staff ou jeunes joueurs, tour à tour, ils se lèvent et puis ils rangent soigneusement leur vestiaire avec beaucoup de respect avant de quitter les lieux. Donc c'est très inspirant. Ouais, c'est clair. Dernière question du portrait chinois. Si je te demande une ou plusieurs personnes ou personnalités qui comptent ou qui ont compté pour toi, tu me parlerais de qui ? Alors, il y en a deux qui m'inspirent beaucoup. Un plus récemment, depuis que je fais des sports d'endurance, je suis inspiré par Eliud Kipchoge. Voilà, le record du monde, le recordman du monde du marathon, et celui qui a cassé le mur des 2 heures. Ouais. Parce que quand on écoute sa philosophie de vie, c'est très inspirant sur quel bonhomme c'est, son approche mentale, son respect, le sens qu'il met dans toutes ses courses. Voilà, je me nourris beaucoup de ce mec en ce moment, je l'admire. Et puis un autre, c'est un peu différent, c'est que dans la plongée sous-marine, je suis fan de plongée sous-marine. Il y a un mec qui s'appelle Laurent Balesta, je ne sais pas si vous connaissez. Alors, Laurent Balesta, on le connaît peut-être parce qu'à l'époque, c'était le spécialiste de tout ce qui était plongée sous-marine avec Nicolas Hulot Ushuaïa. Okay. Et c'est un mec qui est océanographe, aventurier, donc il fait des plongées. C'est lui qui a découvert le poisson préhistorique, le fameux sélacanthe. Donc il y a eu plein de documentaires et je trouve ce mec extraordinaire parce que il joint la passion de son métier au service d'une cause qui est la préservation des fonds marins. Et puis, c'est un mec qui fait des plongées très très engagées. Il descend à plus de 120 mètres avec des mélanges. Voilà, donc on retrouve toujours en filigrane ce côté performance, bien-être au service d'une quête et d'une cause. Voilà, donc c'est les deux types qui spontanément me viennent en tête. Ok, merci pour ce partage. Alors, comme on est dans tout un sport, on va parler forcément de sport. Si je te demande un souvenir de sport en tant que spectateur, où tu n'étais pas acteur. On va revenir sur le triathlon. Alors c'est marrant parce que donc je suis revenu sur le triathlon, on y reparlera après sur le tard, mais je me revois dans les années 80-85. Je suis en Bretagne en vacances chez mes grands-parents et c'est les premières retransmissions de l'Ironman de Nice. Exact. Voilà, avec Yves Cordier, Dave Scott, Marc Allen. Et je tombe un peu par hasard l'après-midi. Un samedi après-midi, un dimanche, je sais plus, on voit ça en direct à la télé. Et je regarde ça avant de descendre à la plage, parce qu'il fait chaud en Bretagne. Et on va peut-être redire l'Ironman, ce que sont les distances. Ouais, alors aujourd'hui, l'Ironman, c'est les 3 km 8 de natation, 180 de vélo et un marathon. À l'époque, les distances étaient un peu plus courtes. Mais c'était quand même, on parlait de 3 km natation, on était sur 120-130 vélos et on faisait 30 courses à pied. Mais c'était quand même déjà des disciplines... un peu de gens un peu allumés, un peu stratosphériques. Et voilà, et je tombe devant cette émission avec un générique dont je me rappelle encore, je crois que c'était Lionel Chamoulot qui était le commentateur. Et je me dis, waouh! Et dès le lendemain, je partais courir. C'est vrai? Je partais courir et je partais nager. Et j'ai eu un flash sur cette discipline, je dis, c'est trop bien. Ok. Et avant ça, tu faisais quand même du sport? Je faisais beaucoup de volleyball. Moi, quand j'étais gamin, j'ai fait du foot, comme beaucoup de petits garçons. Alors, l'anecdote, j'étais pas trop mauvais. Les émissaires du Stade Rennais, par un club recruteur, étaient venus voir mes parents pour dire, il est pas mal votre petit bonhomme là, il pourrait pas. Et puis mes parents ont dit non. Bon, je pense qu'ils ont bien fait, mais donc j'ai pas pu faire de foot à bon niveau. Donc je suis basculé dans le tennis, pas accroché, moyen. Et après j'ai découvert par hasard le volley. Et ça a été mes belles années sport-co. J'ai fait beaucoup de volleyball, énormément. Je niveau en junior, je niveau en régional, et puis j'ai eu la chance de faire plusieurs fois les championnats de France UNSS. Bravo. Donc à l'époque, là où j'ai commencé à découvrir Lille, je suis venu 2 fois Lille 2 années de suite. On a été champion de France la première année, vice-champion de France la seconde année. Voilà, c'était une bande de potes, c'était fantastique. Voilà, et puis après j'ai fait d'autres sports, on en parlera après. Mais voilà, mon sport gamin, c'était le volleyball. Ok. Et maintenant, si tu devais me parler d'un souvenir de sport en tant qu'acteur, là où toi tu as justement été, puisque là... Même si la retransmission du triathlon t'a amené à être acteur, mais est-ce que tu as un souvenir où tu as participé à quelque chose, un événement sportif dans lequel toi tu étais acteur et dont tu voudrais nous parler? Il y en a plusieurs. Forcément, quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune, ce titre de champion de France et la seconde année, ce titre de vice-champion de France, c'était 2 moments super parce que c'était vraiment en collectif. Et puis ce que j'aimais bien dans le volleyball, c'est que c'est un sport éminemment collectif. On ne peut pas garder la balle. Ouais, c'est clair. On peut pas garder la balle et on est obligé de la bonifier pour l'autre, tu vois. Donc il y a tout ce sens de donner à l'autre. Donc voilà. Et puis bon, quand t'es gamin, t'es adolescent, t'es au lycée, c'est extraordinaire comme épopée. Tu vois.
champion de France en plus. Quand Ouais. t'es au lycée, Alors c'est moi, pas attention, l'année on est champion de France, je rentre peu sur le terrain, je suis le petit jeune, je suis pas toujours titulaire. La deuxième année, on est vice-champion de France, je joue un peu plus. Mais c'est aussi apprendre T'es dans l'humilité l'équipe, de faire sa place. Donc ça reste un bon souvenir. Puis un deuxième autre souvenir. J'ai fait une longue période où j'ai plus fait de sport à cause de blessures au genou, etc. Et puis je me suis remis au sport grâce à mon frangin qui m'a poussé. Et j'ai fait la première étape du Tour de France amateur. Que j'ai fini, et il y avait une grosse symbolique dans cette étape. Voilà, avec un rapport avec mon père. Donc j'ai lâché beaucoup de trucs dans l'école, je lâchais beaucoup de choses que j'avais en moi depuis longtemps. Et c'était une très très belle aventure. Donc ça c'était 10 heures de selle, montée d'école, moi qui fais 85-86 kilos. C'était mon Tour de France à moi. Ok, très bien, super. Et avant de te laisser nous raconter un peu ton parcours et ce qui a amené management de tes sports, ce mélange, quel est l'environnement sport dans lequel tu as grandi ? Tu as un peu expliqué ta jeunesse, mais est-ce que tu as des images identifiables comme un frère sportif de haut niveau, ou comme le sport avait une place plutôt d'activité secondaire, mais c'était l'école d'abord ? Enfin voilà, explique-nous un petit peu le lien avec le sport dans ton histoire familiale. Alors, il n'y avait pas de pratique sportive plus que ça. Mes parents n'étaient pas sportifs, ou en tout cas étaient des sportifs, ce qu'on peut appeler le sportif du dimanche. C'est-à-dire des gens qui faisaient de l'activité sportive, mais sans être inscrits dans des clubs. Ils avaient une vie professionnelle déjà prenante. Par contre, nos parents, moi et mon frère, nous ont mis au sport parce qu'on était très 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 actifs. Donc je pense qu'on avait besoin donc on a fait du judo, on a fait du tennis, on a fait du foot. Enfin, on est des gamins. Moi et mon frère, c'est quand on rentrait de l'école, on n'avait qu'une envie, c'était poser les cartables, aller rejoindre les copains dans le quartier, taper le ballon, taper la balle, courir, se dépenser. Donc on est venu au sport un peu comme ça. D'accord. Okay. D'accord. Et puis pas trop maladroit, avec une bonne coordination technique, tu vois, assez rapidement, tu commences dans le sport à ressortir un peu du lot parce que t'es à l'aise avec les sports de balle, on était habile, etc. Donc c'est plutôt parti comme ça. C'était plus de l'envie de bouger, et puis après tu te prends au jeu parce qu'il y a les copains. Donc non, il n'y avait pas d'environnement sportif plus que ça, si ce n'est que l'envie de se dépasser. Ok, et juste, on va faire une petite parenthèse, on en a parlé tout à l'heure. Tu étais plutôt bon au foot plus jeune, tes parents sont approchés par le Stade Rennais, tu nous as dit... c'est plutôt mieux comme ça. C'est quoi l'élément qui te fait dire c'est mieux ainsi ? C'est qu'aujourd'hui, quand tu vois le foot tel qu'il est, ça représente pas tes valeurs, ou c'est parce que tu te dis j'aurais dû quitter la maison très tôt et j'étais pas prêt pour ça ? Ouais, parce que je pense que en fait, moi dans ma pratique du sport, je suis très attaché aux valeurs, à l'éthique, en tout cas moi personnellement, Bien sûr. Je suis quelqu'un qui attache beaucoup d'importance à ça. Et je pense que j'aurais été malheureux dans ce domaine à cause de ça. Tu vois, le côté compétiteur, oui, mais sans franchir une certaine ligne. Tu vois, quand j'étais gamin, par exemple, je vivais très très mal l'injustice, de pas respecter l'arbitre, des gens qui gueulaient. Tu vois, déjà quand j'étais petit, ça, c'est quelque chose qui me scotchait, qui m'arrêtait. Donc je pense que si j'avais continué dans ce milieu-là, j'aurais été très emmerdé par rapport à ce qu'on découvre aujourd'hui de ce côté. Oui, puis il faut dire que si on prend l'exemple du volley, il y a quand même un respect plus marqué à l'arbitre parce que les interactions, elles sont différentes. Dans le foot, c'est vraiment le sport où aujourd'hui, être arbitre de foot, bravo à eux, quoi. Bon, alors dans le volley aussi, ça discutait beaucoup les arbitres, mais pour avoir vu, je pense que ça reste quand même à un niveau. Voilà. Donc je pense par contre, si j'avais peut-être fait du rugby plus jeune, j'avais pas une culture rugby dans ma région, j'aurais été plus attiré par le rugby. Ouais. Bon après. Il faut quand même avoir le physique qui suit. Ça castagne aussi. Ouais, voilà. Donc non, je regrette pas parce que je pense que finalement j'aurais été emmerdé par ça. Ok. Et finalement, mes parents, ils ont pensé que c'était mieux de faire ses études, etc. Et donc ils m'ont mis au tennis. Ok. Vision long terme.
Oui, c'est ça. Mais tu es revenu vers du collectif. Exactement. Ok. Maintenant, ça va être le moment où tu vas nous parler un petit peu de ton parcours et ce qui va nous permettre de mieux comprendre qui tu es, ce que tu as fait, les entreprises dans lesquelles tu es passé. Et c'est justement là où c'est intéressant, c'est comment à un moment donné, à la base, tu es à 100% monde de l'entreprise, si je peux dire, et puis tout d'un coup, on rebascule vers le sport qui revient se montrer et comment il revient. Donc, je te laisse nous résumer ton parcours, parce qu'il pourrait être riche et on pourrait faire plusieurs épisodes dessus, mais voilà, il y a des choses qui sont intéressantes. Ouais, alors donc, donc le point de départ, donc si je reviens sur cette fameuse anecdote des gens du Stade Rennais qui viennent voir mes parents, donc mes parents me disent on va réfléchir, et puis finalement non. Donc ça c'est le premier rendez-vous dans ma vie avec le sport, oui et non. Ok. D'accord, tu c'est vois. vrai. Ouais. Et ouais, oui et non, c'est quelque part, moi quand j'étais à cette époque-là, j'étais un gamin, donc je rêvais. T'avais quel âge à peu près? Ouais, j'avais 8-10 ans. Ah ouais, oui, donc forcément, oui, tu peux être dans des rêves. Moi, j'avais les catalogues de vignettes Panini, j'avais des posters de à l'époque, c'était les Sochaux, les Saint-Étienne, toutes ces équipes-là. Enfin, moi, avec les copains à la récré, on ne parlait que de ça. Et puis, je faisais partie de l'équipe de foot de l'école. Waouh. Ouais. Tu vois, donc voilà, j'étais le capitaine de l'équipe. Genre, voilà, donc comme les gamins, tu rêves, quoi. Et donc, le rêve, boum, brutalement, il s'arrête. Et donc, du jour au lendemain, j'ai quasiment plus joué au foot. Je continue à taper la balle comme ça avec les copains, mais ou l'été sur la plage. Mais voilà, je bascule dans le tennis. Mais sans trop de conviction. Un bon joueur, mais pas plus que ça. Tu vois. Et c'est toi qui avais fait le choix d'arrêter le foot, ou c'est parce qu'il y avait la déception et que tu n'avais plus envie d'y aller? Si tu veux, moi quand je jouais au foot, c'était plutôt le sport à l'école, puis après tu bascules dans les clubs. Ouais. Et c'est là où mes parents ont dit non, et puis moi, voilà, j'ai préféré. Et puis mes parents m'ont dit on va vous mettre au tennis, ce sera plus facile, comme ça on jouera tous ensemble en famille. Bon, donc moi je me prends au jeu du tennis, etc. Voilà, tennis, je découvre le volley tout seul par des copains à l'école, je tombe complètement amoureux de ce sport, voilà, et là je me relance, beaucoup d'entraînement, etc. Et mes parents m'ont jamais empêché de faire du sport, au contraire, ils étaient même plutôt à nous pousser. Je trouvais que c'était un bon équilibre, tu vois. Tous les déplacements, les entraînements, ça occupait beaucoup de temps, hein. On était à 4-5 entraînements par semaine quand même, donc voilà. L'école me branche pas trop, je fais ce qu'il faut. Alors, je suis pas un Jean Foutiste que je bosse beaucoup, mais je crois que le modèle éducatif, pour moi, il est compliqué. Donc voilà, c'est laborieux. Et puis un jour, je vais à un salon de l'étudiant, une sorte de salon d'étudiants à Rennes. Et puis, moi, j'étais en bac B. Je n'avais pas pu faire S. Donc, à l'époque, si tu faisais pas scientifique, tu faisais B, mon pauvre bonhomme, économie. Hein. Ouais, à l'époque, c'était le bac C qui était c'est scientifique. Ça, c'était le Graal. Après, c'était économie. Alors, si tu étais vraiment en A, c'était que, c'est ce qui reste. Tu vois. C'était les lettres, c'est ça? C'était... Et donc, je vais voir une dame pour rentrer dans une école de commerce. Et la dame me dit, monsieur, avec un bac B, qu'est-ce que vous voulez faire? Ah ouais, carrément. Ah ouais. Et là, je suis avec mon père, je me rappelle, je fonds en larmes. Enfin, je fonds en larmes intérieurement, je suis complètement... Et donc, je me dis, en fait, le seul truc que je sais faire, moi, c'est du sport. Et donc, inconsciemment, je crois, je décode tout ça aujourd'hui, mais inconsciemment, je mise tout sur le sport, Frédéric. Okay. Donc, je suis à l'école, au lycée, je fais une section, donc moi, j'ai une option ASS, activité sportive spécialisée, et mon objectif, c'est clair, c'est je vais faire STAPS. Ok. De toute façon, il n'y a que ça dont je suis bon. Alors, en plus, j'aime. Donc voilà, inconsciemment, je m'entraîne, je suis très assidu, tout ça, tu vois, le joueur rêvé pour l'entraîneur, quoi. Mec discipliné, qui bosse, machin, qui plonge sur tous les ballons s'il faut. Ouais, j'ai pas un physique, j'ai pas de qualité physique plus que ça, donc je suis obligé de bosser. Moi, pour faire du volley, je suis lourd, je suis moyenne taille, 82 à l'époque, c'est petit pour un volleyeur, bien sûr. Mais je suis vite, moi, assez lourd, donc voilà, je deviens passeur, bref. Et donc, je prépare du reps, STAPS. Un mois avant STAPS, je me blesse. Alors, cette blessure, c'est pas un hasard, avec du recul. Parce qu'un jour, je dis à mes parents, moi, plus tard, moi, si dans ma vie, je suis prof de sport, je serais content. Et mes parents, je pense qu'ils avaient d'autres ambitions pour moi. Alors, maladroitement, sans s'en rendre compte, c'était pas méchant, m'ont fait comprendre que mon prof de sport, c'était pas... J'avais mieux à faire, quoi. C'est une génération où on disait beaucoup, il y a encore, mais c'est vrai que ça a commencé à un peu se libérer, mais on disait beaucoup aux enfants ce qu'ils devaient faire. Voilà. Donc ça crée une charge mentale, on va dire. C'est ça. Donc, et je m'en souviens, toute ma carrière sportive, entre guillemets, chaque fois que j'ai commencé à me rapprocher d'un bon niveau, je me suis blessé. Alors, j'y reviendrai après, à un moment donné, ça m'a questionné. Comme je dis, mais pourquoi à chaque fois je me blesse quand ça recommence à... Bref, donc je passe STAPS clopin, j'ai pas STAPS. Voilà.
Comme je dis à mon fils, j'ai une bonne moyenne, mais j'étais juste le 3e sur la liste d'attente et il n'y a jamais de place qui s'est libérée. Mais comme quoi, des fois dans la vie, parce que je pense que j'aurais pas été heureux comme prof de sport. Donc il y a des bonnes oui. Voilà, et donc BTS, école de commerce, en entre-temps, mon genou commençant à me faire un peu souffrir parce que je me blesse au genou, je bascule dans le golf. Voilà, là encore, complètement par hasard, en allant jouer un été avec un copain, je tombe amoureux de ce sport que je trouvais très beau à avoir pratiqué à la télé et tout, quand il y avait des rares diffusions. Et puis je m'investis dans le golf à fond, j'étais jusqu'à 7 de handicap, donc plutôt pas mal. Donc mon sport pratique dans cette approche du golf, je termine mes études, je suis diplômé, et forcément, je choisis une entreprise sportive, Decathlon. Il n'y a pas de hasard. Voilà. Forcément. Donc je rentre chez Decathlon pour vivre et continuer à vivre ma passion du sport, que je pratique donc toujours, d'accord. Puis je suis toujours consommateur de toute l'actualité sportive. Ma spécialité, c'était de lire L'Équipe par grand vent sur la plage. Tu vois, L'Équipe, le magazine L'Équipe à l'époque, à ses grandes pages, je peux te dire que sur la plage en Bretagne, lire L'Équipe. Aux jeunes qui le lisent sur une tablette et tout machin. Il fallait faire preuve d'ingéniosité, avant, fallait être fort. replier le truc une fois. Donc je dévorais L'Équipe. Voilà, et donc je vis le sport par Decathlon, et petit à petit, en pratiquant le golf, je me reblesse au genou, je me refais une deuxième luxation de la rotule, et là, les chirurgiens me disent « Bon, monsieur Louette, le golf, vous pouvez continuer, mais tous les autres sports, c'est fini. » Alors, moi, j'étais passionné de ski, comme un con, je me dis « Ok, c'est fini, quoi. Je peux plus faire de ski. » On me dit « Ouais, course à pied, surtout pas. La rando... oui, sur le plancher des vaches, mais ne faites pas de dénivelé, vélo, oh là là, enfin bref. Aujourd'hui, on est revenu en arrière là-dessus. Ouais. Et donc, je m'encroute, quoi. Je m'empâte, je prends 10-20 kilos. Je reste quand même toujours passionné par le sport, d'accord. Et donc, dans ma carrière chez Decathlon, c'est vrai que très vite, j'ai eu des responsabilités managériales, responsable de rayon, directeur de magasin, responsable ressources humaines. Et je peux pas m'empêcher inconsciemment de faire des analogies entre le sport et le management. En permanence. Et je m'en rends pas compte. Alors, chez Decathlon, c'est facile. Ouais, t'es au bon endroit, j'allais dire. C'est vachement fastoche. Le public est plutôt bon public. Mais quand même, on me dit à chaque fois, putain, non, ce qu'on aime bien chez toi, c'est ces analogies entre le sport. Et en fait, sans m'en rendre compte, aujourd'hui je le décode, mais je vais assez loin dans les analogies. Ouais, en permanence, je joue au ping-pong avec ça, et je me rends compte que ça éclaire des trucs, quoi. D'accord. L'application d'objectifs, pas confondre l'objectif de résultat et la pression qu'on se met, et rester centré sur le process, comprendre ses levées de motivation. Enfin, tout ça, je me rends compte que, sans m'en rendre compte, je fais une sorte de grande mayonnaise. Voilà, et donc je fais ça pendant pas mal de temps, et puis ça prend bien. Et quand je deviens ressources humaines, je vais beaucoup me former à l'extérieur sur le management, tout ça, auprès de consultants pour m'enrichir et avoir un train d'avance, et je me rends compte que ça me passionne. Voilà, ça me passionne. Et un jour, je rencontre un consultant qui faisait de la formation management, et dans les années 90-2000, on commence à intégrer dans le management ce côté développement personnel. Ouais. C'est pas que des techniques pour demander aux gens de faire ce que tu as décidé qu'ils fassent, c'est qu'on prend en compte l'individu, comment lui parler, lui comme ça, le renforcement positif, tu vois. Et je commence, sans m'en rendre compte, à adorer ce côté développement personnel, comprendre comment fonctionne l'individu. Et quand je fais ce métier de ressources humaines, après avoir été directeur de magasin pendant des années, c'est ça qui me passionne. C'est comment aider chacun à mieux se connaître pour être le plus performant possible en maintenant sa motivation et sa confiance. J'adore. Je gratte. Voilà. Et donc un jour, je dis ce métier de consultant, un jour je ferai ça pour moi. Hein. C'est trop génial. Mais à l'époque, j'ai à peine 30 ans, je suis resté aux ressources humaines, donc comme je dis en déconnant, j'ai pas de poil aux pattes encore, hein, je suis encore un petit jeune pubère, j'ai pas assez d'expérience. D'accord. Donc je continue chez Decathlon, je quitte ma Bretagne natale que j'avais juré de ne jamais quitter, pareil dans le Nord. Voilà, et aujourd'hui, j'adore le Nord. C'est vrai le film des ch'tis, hein. Tu pleures quand t'arrives, mais tu en partirais pas. Hein. Je me doute, j'en ai plusieurs qui m'ont dit la même chose. Alors, moi étant du Nord, forcément, je suis pas. Enfin, si, j'ai pleuré en arrivant, puisque quand on est, on pleure. Ouais. Donc, forcément, vu que je suis né ici. Mais oui, j'ai plusieurs personnes qui ont quitté le Nord parce qu'ils étaient mutés ou autres. Ils ont dit la même chose, ils sont arrivés, ils ont dit putain, pourquoi on me fout ici, qu'est-ce que ça va être une catastrophe. Et au fond, la difficulté d'arriver et au moment de partir,
les gens ils partent avec plein de souvenirs, avec plein de bons moments de vie, avec aussi des fois des souvenirs de pluie, mais ça fait partie aussi un petit peu de ce qu'est le Nord, et on va pas l'enlever. Et donc tu arrives dans le Nord dans le cadre de Decathlon encore. Ouais, t'es c'est toujours ça. chez Decathlon. Donc après ces 3 maisons de RH où je découvre ça, en plus j'avais un manager à l'époque, un patron, Yann, mon directeur régional, qui me dit: Arnaud, en tant qu'RH, je veux pas que tu sois le bras armé de la direction, je veux que tu sois le grand frère de tes ex-collègues directeurs et directrices de magasin. C'est-à-dire que lui, déjà, il me met dans une sorte de posture de coach. T'es pas là pour décider à leur place, d'accord ? T'es là pour les aider à mettre en œuvre, parce que toi, t'as réussi à faire dans tes années de directeur de magasin, c'est mettre en place les bonnes pratiques managériales humaines pour construire la performance au service de la performance visible par le client, tu vois ? Enfin, je me rappelle encore des phrases. Bravo. Mon Dieu. Et, ouais. Et voilà. Et donc cette posture de coach, elle me fascine, quoi. Tu vois. Et quand je rejoins le Nord, je vais m'occuper de toute la formation management chez Decathlon. D'accord. Ok. Et il y avait déjà des choses qui étaient en place faites par mes prédécesseurs qui étaient géniales, donc je touche à rien. Mais on commence à l'époque à introduire cette notion de posture de coach. Je pense qu'on était assez avant-gardiste déjà. Ouais, c'est clair. Tu vois, c'est arrivé 10 ans plus tard, les formations manager coach. Mais nous déjà, donc moi je me forme au coaching, j'embarque avec moi quelques RH qu'on forme au coaching. Et puis voilà, donc j'étais dans une sorte de laboratoire qui devait produire aussi des réponses formation, développement individuel pour les managers. Hein, c'est comment faire du manager le premier RH de l'entreprise. Tu vois, comment lui donner les clés pour lui-même être capable de faire grandir les équipes au service de la performance de son site. Bien sûr. Hein, tu peux être le super gestionnaire, super merchandiser, tu peux être aussi le super manager. Mais je pense que je me permets de te couper, mais on a souvent une critique vis-à-vis des grands groupes. Alors après, il y a grands groupes et grands groupes, mais ce que tu dis là, et je l'avais partagé puisqu'il y avait le DRH de Decathlon qui était venu une fois dans une réunion de RH chez Ikea. Il y avait eu une sorte de partage et nous on avait la même chose, elle avait été notre DRH partagée. Et l'avantage de ces grands groupes, comme moi je l'ai vécu chez Ikea, ce que tu viens de dire, il y a des parallèles énormes. Et donc en fait, ils sont hyper formateurs. Quand on passe par ces cases-là, on en ressort avec un vrai bagage, quoi. Et c'est une réalité. On peut pas mentir. Non, mais franchement, c'est hallucinant. Toutes les entreprises ont beaucoup d'avantages. Forcément, il y a aussi des inconvénients où il faut être lucide qu'à un moment donné, voilà, il y a des choix de filles à faire. Mais c'était une fantastique école. D'accord. Voilà, donc je fais ça pendant 3 ans et tu vois, en parallèle, je continue à faire beaucoup de golf. Et c'est à cette époque où je commence. Donc je me forme au coaching. J'ai toujours aimé être mon propre laboratoire. Et je commence à faire le lien entre la prépa mentale, la performance, le métier de manager. Tu vois. Et j'expérimente beaucoup dans le golf. D'accord. Tu vois, la notion de routine, de pas se tromper d'objectif, ce genre de choses comme ça, avoir une approche très très positive, commencer à visualiser, mentaliser, tu vois. Et d'ailleurs à l'époque, il y a un type, Monsieur Leclerc, un mec génial, je continue toujours à pratiquer d'ailleurs, que j'essaie de faire rentrer chez Decathlon comme formateur interne et qui est préparateur mental. Et il me dit viens, on passe 1 heure ensemble. Montre-moi ton swing de golf, parce qu'il était passionné de golf aussi. Je bosse un petit peu avec lui et 6 mois après, je passe de 11 d'handicap à 7. Juste parce que j'étais en train tout seul de me saboter. D'accord. Et donc, il m'a remis le mental en face. Moi, je dis, c'est génial ça, parce que le nombre de collaborateurs, le nombre de managers qui se pètent la pression tout seul parce qu'ils veulent trop bien faire. Il m'avait dit, Arnaud, ton problème, c'est que tu veux tellement bien faire que tu n'acceptes pas l'erreur. L'erreur fait partie du jeu. Il dit, regarde un terrain de golf, c'est bourré de pièges. Toi, tu supportes pas l'erreur, donc tu te frustres, donc tu joues pas. Et je fais le parallèle avec Decathlon, avec le boulot. Je dis, mais combien de fois je me frustre, je suis pas content, donc je deviens super exigeant, donc sans me rendre compte, je communique un peu sèchement à mes collaborateurs, juste parce que je suis dans un mauvais trip, un mauvais mindset. Putain, c'est génial. Personne ne me l'a appris, ça. Ben oui. On apprend pas ça à l'école. On apprend pas ça à l'école, et c'est pour ça que je me retourne sur mes parents. Moi, je leur dis, putain, s'il y avait eu ces clés, peut-être que ça aurait agi différemment sur moi. Et là, je commence à me rendre compte que je fais donc d'autres points que l'éducation. Je dis, oh putain Arnaud, comment tu fais avec tes enfants, toi? Donc toi, voilà, il y a tout ça qui me pète à la gueule, qui me remonte. Je dis putain, mais il y a une méthode, il y a un truc qu'on peut donner aux gens pour les aider à rendre la vie plus facile dans ce contexte de performance. Bien sûr. D'accord? Parce que je crois que l'entreprise, la vie, c'est des attendus de performance. Alors, la performance, c'est je reçois mes beaux-parents, je veux faire un bon dîner ce week-end, je veux pas rater le gâteau, la soirée d'anniversaire, je veux qu'elle soit bien. Toi, chacun va se construire sa propre performance, d'accord?
Mais dans cette performance, est-ce que je vais bien la vivre ou est-ce que je vais être hyper stressé, me tendre, risque d'être frustré, tu vois? Et voilà, et je commence à intégrer tout ça dans mes approches. Voilà. Donc, tu vois, le golf m'a permis aussi, du coup, de faire ce lien. Et du coup, ce lien, je le retransmets dans mon approche auprès des managers pour les aider à prendre du recul sur leur volonté de performance et cette notion de garder le bon mindset. Et donc, par rapport à Decathlon, c'est quoi la suite de l'aventure ? Alors après, je repars sur le terrain parce que j'ai adoré ce que j'ai fait sur le management, mais je veux vraiment retourner sur l'opérationnel, donc je vais partir comme directeur régional. Je fais ce métier pendant 5 ans avec des hauts et des bas, d'accord. Accident de vie, malheureusement, on se sépare avec mon épouse, donc un moment difficile où là, faut travailler sur soi pour pas sombrer. Hein. Ouais, bien sûr. On peut se le dire. Donc tout ce que je mets en place m'a beaucoup aidé, d'accord. Mais là, je prends aussi conscience qu'à un moment donné, par vouloir absolument avoir de la performance et briller, on peut se mettre dans des états un peu compliqués. Je me revois à un moment donné à Noël. Voilà, je suis en hyper stress. Et là, je prends conscience que, attention, le trop de stress est en train de générer chez moi quelque chose qui est pas sain, d'accord. Et je prends la décision de quitter Decathlon. Voilà. Je suis sur Reims. Si je veux revenir dans le Nord pour voir mes enfants, on me demande des niveaux de résultats que je me sens pas capable d'aller chercher et l'avenir donnera raison. D'accord. Donc à ce moment-là, je décide de quitter Decathlon. Je serais pu rester plus longtemps. J'ai adoré cette boîte. Voilà. Et donc je rentre chez Okaidi. Je fais un bilan de compétences, coaching d'orientation. Je rentre chez Okaidi. Je fais ce métier pendant 4 ans et demi. Je suis DRH dans un premier temps, puis après je m'occupe de services support. Mais j'accroche pas avec la boîte. Voilà, c'est une très 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 belle boîte, mais j'accroche moins. Je sens que je suis moins en phase. Et puis surtout, je crois qu'au fond de moi, ça y est, j'ai envie de voler de mes propres ailes et j'ai envie de créer ma propre activité, justement. Alors, de ce coach, accompagnateur, entraîneur, qui va travailler avec l'entreprise pour aider les hommes et les femmes qui font le job, à trouver ce juste équilibre entre performance et bien-être. Et donc, on est en quelle année là quand tu crées ta boîte ? Alors, je quitte Okaidi fin 2010. Je rentre dans une couveuse pendant les 6 premiers mois pour tester mon concept et j'y matricule officiellement début juillet 2011. Ok. Voilà, et ça fait maintenant presque 9 ans. L'idée au démarrage avec le sport, le lien avec le sport, est-ce qu'il est marqué ou dans un premier temps tu dis je vais d'abord... Non, il n'est pas marqué. Je continue sans m'en rendre compte à faire les analogies. Alors il y a des boîtes à qui ça plaît super, d'autres qui me disent écoutez, nous monsieur le sport, on n'accroche pas du tout, donc ce serait bien de ne pas trop en parler parce qu'on a l'impression que vous parlez que de Decathlon, alors que je ne parle pas trop de Decathlon, mais je fais beaucoup de liens avec le sport, donc les gens font le lien. Ouais. Donc là, je commence aussi à faire le lien avec l'éducation parce que là, ça matche plus, d'accord. Et puis tout ça, c'est très proche. Voilà. Donc j'ai des clients avec qui ça passe bien. Et puis je me rends compte avec le fil du temps que il y a une sorte d'érosion qui commence à arriver. Voilà, moi, j'adore mon métier, mais former des gens qui sont là parce qu'on leur a envie d'être là et bof. Je sens au bout d'un moment que ça commence un petit peu à m'épuiser. Ouais. Donc je sens que j'ai des clients à qui ça se passe très bien, qui me font bien vivre, mais j'ai plus la flamme. Et puis d'autres, au contraire. Voilà, et forcément, quand j'analyse, c'est vrai que quand il y a un dirigeant, une entreprise dans laquelle les gens ont ce lien avec le sport, tout de suite, ça leur parle. Je leur donne de l'énergie, je suis en énergie, je ressors beaucoup plus ressourcé, tu vois. Le Covid est arrivé au bon moment. Ok. Parce que j'ai une grosse activité, ça tourne très bien, mais je sens que je commence un petit peu à perdre la flamme, d'accord ? Okay. Le Covid arrive, grosse baisse d'activité, je divise par 2. La première année, je me fais très très peur. Mais c'est là où je me dis, bon Arnaud, assume ce que tu es. Donc, je vais m'adresser aux gens d'entreprise qui adorent cette culture sportive, qui vont faire le lien avec ces sportifs. Donc, mon avatar, c'est le dirigeant ou la dirigeante sportive. Ok. D'accord. Je m'adresse d'abord à eux, donc dans ma prise de parole, dans ce que je communique, quand je veux les voir. Je l'affiche. Je me dis, ils adorent ou ils adorent pas. Ouais. D'accord. Et si un RH qui n'est pas sportif, mais qui est intéressé par le concept, il prendra. Et finalement, je me suis vraiment encore plus révélé. D'accord. Et pendant le Covid, c'est là où c'est devenu une évidence pour moi. J'ai du temps faut que je m'occupe. Et donc, je m'inscris au DU, au diplôme universitaire de préparation mentale à Lille. Donc, je retourne sur les bancs de l'école pendant 1 an et voilà, et je passe mes diplômes. Ok. Et donc, l'idée, comme tu dis, c'est que on n'a pas besoin d'être sportif de haut niveau pour comprendre tes analogies. On n'a pas besoin d'être un sportif pour comprendre les analogies. Il faut juste que la personne, elle soit dans le mindset en se disant pas
Le sport, c'est nul. Parce que là, forcément, on ne comprend pas l'analogie si on n'a pas envie Ouais, de le la sport comprendre. c'est nul, ou le Ouais. sport c'est que la haute performance dans le Ouais. résultat. Et Ouais. alors, Ou c'est que bon, de la sueur. ouais, ou c'est que de la pression. Ben non, en fait. Ouais, bah c'est oui. l'image qu'on peut en avoir, mais Mhm. non. C'est clair. Voilà, donc je passe mes diplômes en me disant deux sujets, c'est comment apporter un petit peu aussi et enrichir mon côté coaching d'une approche aussi un peu plus prépa mentale auprès des dirigeants, des managers avec qui je travaille, d'accord. Et puis, c'est mon train électrique que je suis passionné de sport. Depuis tout petit, je voulais être sportif de haut niveau. Entraîneur d'une équipe de sport, moi je voulais être nageur de combat, donc j'ai passé tous mes diplômes de plongée. D'ailleurs, j'ai fait des séminaires plongée, coaching avec des dirigeants. Et donc, mon rêve, c'est de dire, voilà, je peux être sportif de haut niveau, mais je pense que je peux apporter aux gens des choses sur la compréhension de soi, sur le mental, pour les aider, eux, dans leur quête de sportif de haut niveau. Voilà. Et donc, depuis maintenant 2 ans, j'ai la chance d'accompagner 2 équipes en élite de hockey. Alors, c'est un peu par hasard, hein, dont une qui a été en salle et quintuple champion de France, qui joue l'Euroleague, enfin la Champions League, voilà. Une équipe aussi de hockey qui est dans l'élite, dans le top 6 mondial. Et je peux pas donner les noms, mais j'accompagne 2-3 athlètes en préparation pour les JO de Paris. Voilà. Donc c'est une façon de vivre de manière un peu détournée mon rêve de petit garçon, d'accord. Et alors c'est marrant parce que donc j'ai 2 activités, hein, mon activité professionnelle dans laquelle je fais ces analogies, et puis la prépa mentale. Alors je ne vis pas la prépa mentale. Ouais. Pour ceux qui voudraient la prépa mentale, on n'en vit pas, ou alors on accompagne des tennisman, des footballeurs, des golfeurs. Il y en a qui le font, mais moi j'ai mon activité déjà à côté. Mais ça me nourrit énormément moi à titre personnel. Et puis je me suis rendu compte, quand je discute avec des managers et que je prends des exemples concrets de sportifs de très très haut niveau, les gens ils se ouvrent les yeux comme des gamins. Ouais. Et là ça fait tilt, tu vois. Donc ça apporte une sorte de, je l'ai pas fait pour ça, mais je me rends compte que ça apporte une sorte de légitimité, de caution. Et maintenant il m'arrive de proposer à mes clients entreprises, je me dis, si vous voulez, voilà, on peut faire une sorte de conférence table ronde, et moi je fais venir mes sportifs, les sportifs que j'ai la chance d'accompagner, des entraîneurs ou des joueurs, des capitaines, et ils vont vous parler, et de plus en plus ils adorent ça. Voilà, et on fait le lien entre le management, la pratique du sport, et moi je suis là pour être celui qui fait le lien entre les deux, et ça fonctionne plutôt pas mal. Et tu dirais que qu'est-ce qui fonctionne le mieux? C'est l'analogie du sport vers le manager, ou l'analogie du manager vers le sport? Ou est-ce que c'est justement les deux se nourrissent? Parce que les deux se nourrissent, clairement. Alors aujourd'hui, c'est plus le manager qui est nourri par le sport que l'inverse, Ouais. d'accord. Par contre, ce qui est très rigolo, c'est vrai qu'en entreprise, maintenant, parfois, on doit intervenir sur cette notion de stress, de surstress, de trouver les mots pour motiver les gens. Donc là, ils sont très, très preneurs de comment ils font les sportifs de haut niveau, et comment ils font, non pas uniquement pour être au top, mais pour durer toute l'année pendant ces entraînements, d'accord. Ouais. Et en entreprise, c'est vrai qu'il faut tous les jours, il faut essayer de donner le meilleur de soi-même. Il y a des hauts et des bas. Alors dans l'entreprise, on pense qu'il faut être haut tout le temps, hein. Ouais. Dans le sport, on a compris qu'il y a des temps de récupération, donc ça, ils ouvrent les yeux, tu vois. Alors c'est marrant parce que dans le sport, ils viennent plus chercher mon côté RH. C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher justement? Ça m'intéresse. L'organisation, structurer le management du staff vis-à-vis des joueurs, mettre en place des rituels, tu vois. J'observe ça. Oui, en plus tu accompagnes des équipes, donc forcément quand il y a une équipe, le manager il est sensible à ta capacité à organiser les talents entre eux, entre guillemets. C'est ça. C'est très rigolo. Donc les deux se nourrissent finalement. Ouais, je me doute qu'il y a l'idée de se nourrir des deux côtés. Je suis manager, dirigeant, on va dire même. Je suis dirigeant d'entreprise et j'aime bien le sport, mais je vois que, allez, faisons le cliché, j'ai que des gens derrière un bureau qui aiment bien jouer aux jeux vidéo, etc. et qui n'aiment pas du tout le sport. Qu'est-ce que tu dirais à ce dirigeant qui, lui, aime bien le sport et aurait envie de faire venir son équipe pour se convaincre qu'il y a quelque chose à utiliser du sport pour son entreprise? Qu'est-ce que je lui préconise? Ouais, et qu'est-ce qu'il ferait, entre guillemets, en lui disant, fais venir, je vais faire appel à Arnaud et je vais le faire venir, même si en face de moi, je fais un cliché volontairement, j'ai que des geeks qui n'aiment pas le sport. Est-ce que, justement, tu t'es retrouvé dans ce genre de situation? Parce que moi, je l'ai vécu de temps en temps, où je sentais que, grand fan de sport, ces analogies dont tu as parlé, elles me parlent. Et je disais des fois, je vais leur faire, ils vont pas avoir envie, quoi. Ou alors dans le groupe, j'en ai avoir 2 qui vont avoir envie et les autres pas. Donc restons dans
les analogies de la vie de tous les jours, alors que celles du sport, elles sont plus puissantes. Quand tu as affaire à ce genre de population, est-ce que tu as déjà eu le cas et comment tu fonctionnes ? Voilà, si vraiment il y a un groupe qui est absolument pas réceptif au sport, faut pas insister. Hein. C'est-à-dire qu'il il va pas adhérer. Ouais. Mais t'es arrivé d'intervenir justement devant un groupe dans une entreprise un peu informatique comme ça. Ouais. Les dirigeants étaient intéressés. Le groupe n'était pas réceptif du tout. Donc là, vaut mieux travailler en individuel avec le dirigeant. Par contre, pour aller vérifier, est-ce que ce que vous connaissez dans le sport, que vous pratiquez dans le sport, est-ce que vous transposez ? Comment vous le transposez concrètement ? Comment vous fixez vos objectifs ? Comment vous organisez des rituels managériaux ? Est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas ? Est-ce qu'il y a des règles de vie ? Donc là, je vais plus travailler avec le dirigeant et l'aider à transposer ce qu'il connaît du sport et ce qu'il utilise dans le sport. Et souvent, c'est là souvent ils se disent, mais pourquoi j'ai pas pensé plus tôt ? C'est vrai que je le fais dans le sport et je le fais pas dans l'entreprise. D'accord ? Parce que si vraiment il y a un public qui est vraiment pas du tout réceptif, mais quand je dis pas réceptif du tout, bien sûr. non, faut pas insister. Ou alors, autre entreprise, effectivement, il y avait on fait une convention et puis il y avait des gens qui forcément étaient sportifs, d'autres moins. Voilà, ils ont forcément des enfants qui font un peu le sport. Donc là, on a organisé une sorte d'interview avec un entraîneur qui est venu expliquer sa vie. Voilà, et moi qui l'interviewais pour faire le pont, tu vois. Ça peut être une approche. Mais là, on est vraiment sur un one-shot où on ouvre les prises de conscience. Ouais. Et c'est déjà pas mal, hein, le fait de faire prendre conscience de l'intérêt du sport, de la manière dont le sport peut apporter les choses face à un public qui n'est pas convaincu d'avance. Et ça sert toujours. Et comme tu le dis, il y a le lien avec les enfants aussi. Souvent, ça aide quand on se dit tiens, je vois mon fils, machin. Tiens, s'il pouvait, juste en le stressant pas avant d'aller au match, ça peut l'aider à être moins tendu pendant le match et à être moins tendu après le match, ça peut l'aider. Voilà, ils prennent ce qu'ils ont à prendre. Tout à fait. Après, ça arrive rarement parce que même s'il y a des gens qui ne sont pas forcément sportifs, il y a une telle aujourd'hui culture du sport consommé, entre guillemets, par la télé, tout ça, que les gens sont quand même toujours curieux et avides de savoir comment ils font là. Ouais. Alors, des fois, j'ai des clients qui m'envoient des petits SMS, ils me disent alors, d'après toi, qu'est-ce qu'il y avait dans la tête ? Qu'est-ce qu'il leur a dit l'entraîneur ? Parce que ça me fait marrer. C'est énorme. Oui, parce que là où tu as raison, et c'est important de le dire parce que c'était un échange qu'on a eu avec Nelson Montfort quand il est venu parler de son livre sur Mouveau. On a eu cette chance et donc il a fait une petite conférence et il a abordé un sujet. Donc comme on pouvait poser des questions, moi j'ai mis les mains dedans. Et effectivement, il avait le même constat, c'est qu'en fait, on est une société, les Français, de consommateurs de sport, mais pas de sportifs en tant que tels. Il prenait la comparaison avec l'Espagne et même les Pays-Bas, parce qu'il a des origines par sa maman des Pays-Bas. Il dit, regardez la taille du pays, à quel point la culture sportive, elle est ancrée. Quand on voit les championnats du monde d'athlétisme l'année dernière, on voit les Pays-Bas, alors que la taille du pays fait que normalement, il ne devrait pas y avoir cette performance-là. Donc c'est vraiment ancré. C'est un peu, on va prendre l'exemple de la Slovénie, où c'est ancré, ils sont tout petits, c'est ancré dans l'idée. Nous, on est plutôt et tu as raison, c'est bien de le dire comme ça, des consommateurs. Il faut en prendre conscience, parce que des fois j'entends, on est un pays de sport. Non, on est des consommateurs de sport. On sait se réunir quand il y a une grande compétition. Mais on n'est pas un pays de sportifs et de sportives, il faut le redire, parce que la preuve, nos sportifs de haut niveau, et tu pourrais le dire encore plus que moi, ils ne sont pas toujours hyper bien traités, entre guillemets, dans la manière dont on les aide à préparer un événement. Là, il y a Paris 2024 comme c'est à Paris. On a fait quelques exceptions, mais il y en a encore qui galèrent et qui doivent aller travailler à 6h du matin pour aller s'entraîner avant, et puis après, derrière, ils ont l'après-midi, mais financièrement, ils doivent en plus aller chercher des sponsors. C'est pour ça que quand je reviens sur ta question, moi, quand j'interviens en entreprise, justement, je propose toujours, on va aller à l'opposé du sportif élite professionnel. Ouais, tu as raison. Tous les exemples que j'essaye de prendre ou quand je fais intervenir des gens, c'est monsieur, madame, tout le monde. C'est quelqu'un qui est entrepreneur et à côté qui est sportif élite, ou c'est un type qui est directeur général ou qui est manager ou collaborateur et il fait l'UTMB ou il fait des Ironman. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout ça, c'est de montrer que le sport, c'est pas que le sport de haut niveau, la compète à outrance avec le résultat et puis parfois ses côtés déviants, c'est aussi monsieur, madame, tout le monde qui sont capables d'organiser une vie, de manager leur vie perso, leur vie pro,
de nourrir leurs rêves. Et quand on regarde comment concrètement ils font, c'est là il y a plein de petites techniques qu'on peut transposer dans notre vie de tous les jours. T'as totalement raison. Tu vois ? Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est donner aux gens des clés pour dire, même si vous n'êtes pas des sportifs de haut niveau et que vous le serez jamais, si vous voulez rester sportif du dimanche, mais que vous avez envie par contre de continuer à progresser ou dans votre entreprise, mieux vous sentir, allons regarder les clés concrètes de ceux qui réussissent. Et ceux qui réussissent, généralement, ils sont inspirés des sportifs de très très haut niveau, puis ils l'ont appliqué dans leur champ à eux, tu vois. Et c'est tous ces petits comment qui sont vachement intéressants à décortiquer. Et on se rend compte qu'il y a des petites méthodes et des petites recettes. Ouais. Et qui sont accessibles à tous. Et parfois, on peut même prendre l'exemple, nos gamins, quand ils se présentent à leurs examens. Oui. On va utiliser exactement les mêmes petites recettes. C'est comment je vais réussir à me conditionner mentalement pour me mettre dans les meilleures dispositions possibles pour être le plus performant possible le jour J, le jour où je reçois ma belle famille pour le repas du dimanche, mon examen, ma course et puis plus. Ouais, exact. Le temps passe et on arrive sur la fin. Je suis dirigeant, je suis sportif de haut niveau. À quel moment je peux faire appel à toi sur la partie accompagnement management et sur la partie prépa mentale ? Et puis, c'est quoi l'actualité pour l'avenir ? Écoutez, de toute façon, quand moi je rencontre un dirigeant, quand il me contacte, on va toujours faire une partie diagnostic. Est-ce que c'est est-ce que c'est du mental ? Est-ce que c'est de la motivation ? Est-ce que c'est mettre en place des organisations, des process ? Alors parfois, tout ça converge. On va discuter avec lui de savoir justement ce qu'il veut faire avec son équipe, là où il veut aller, l'état des lieux. Donc parfois le prépa mental, ça va être mieux se connaître déjà soi-même, mieux connaître son équipe. Parfois on va être aussi dans comment mieux gérer au sein d'un comité de direction, voilà, nos petites tensions, nos différentes personnalités qui font que sans s'en rendre compte, on peut gueuler sur l'arbitre et prendre un carton, on peut s'engueuler avec le voisin, ou alors on peut complètement se fermer comme une huître, ou être arrivé complètement en perte de confiance. Ouais, donc tu vois, le spectre est hyper large. Le point de départ, c'est où vous voulez aller, et on fait un diagnostic. D'accord ? Et ça, c'est que ce soit dans le coaching ou dans la prépa mentale. D'accord ? Okay. Voilà. Et en actualité, si on veut te suivre un petit peu dans les mois qui viennent, il y a des trucs particuliers, des sportifs. Alors, comme tu l'as dit, il y en a certains dont tu ne peux pas dire les noms, mais en tout cas, c'est quoi les échéances pour toi, même si tu ne donnes pas les noms, les étapes qui vont arriver ? Là, dans le sport, c'est la reprise du championnat de hockey sur gazon. Là, ça y est, qui commence. Donc, tu vois, ce week-end, on était avec l'équipe, on a fait fixation d'objectifs, engagement individuel de chacun. Donc, on met ses process. Voilà, les entraînements sont là. Ils ont rendez-vous dans 3 matchs pour faire le bilan. À partir du mois de novembre, c'est la saison salle qui va commencer, puisque il y a une interruption de la saison gazon. Donc là, c'est avec une autre équipe. On repart avec un projet ultra ambitieux. C'est à nouveau d'être champion de France. Et là, cette année, on espère qu'on pourra aller faire le championnat d'Europe finale, parce que l'année dernière, à cause du tremblement de terre en Turquie, on n'a pas pu aller jouer la phase finale Champions League. Donc cette année, on espère le faire. Voilà, à titre perso, moi, quelques triathlons en perspective l'année prochaine, peut-être monter sur. Je pense que je vais monter sur la distance Rennes Ironman. Waouh. Voilà. Et puis, oui, forcément d'ici l'été prochain, les athlètes que je vais suivre, déjà leur premier objectif, ce sera d'être pris dans les sélections. Ouais. Pour pouvoir être dans la liste et après se préparer pour le jour J. Mais déjà, c'est pour certains, pour un sportif, on croit que le sportif, l'entreprise pense souvent que le sportif, il est en compète que le week-end. Souvent, le week-end, c'est beaucoup plus simple que la semaine, parce qu'en fait, pour lui, la compète, c'est la semaine, c'est gagner sa place. C'est clair. Voilà les actualités me concernant. Ok, donc on va te suivre, et notamment à titre perso sur les Ironman, parce que là j'ai envie de dire chapeau quoi. Pour encore une fois, on répète la distance, mais 3,8 km de nage, si je me trompe pas, 180 t'as dit de vélo et un marathon après derrière. C'est ça. Donc déjà rien qu'un marathon tout seul. C'est déjà pas mal, et donc le genou, forcément, ça va mieux. Oui, et curieusement, depuis des années, j'ai plus de douleur de genou, c'est marrant. Comme quoi, il y avait un lien émotionnel entre cette blessure qui était récurrente. Alors, il est un peu abîmé, donc je fais gaffe, mais il m'en kikine plus du tout. Ouais. Donc, pour ceux qui y croient pas. Je me suis autorisé à refaire du sport. Ouais, pour ceux qui y croient pas. Pour ceux qui ne croient pas, c'est ça, ouais. Arnaud, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Frédéric. Merci, vraiment, c'était un super moment, puisqu'on partage ce lien entre sport et management, et puis sport en général. Donc, il n'est jamais trop tard pour vivre ses rêves. Voilà. Et quand on va couper notre micro, comme c'était avant de l'allumer, on va continuer à parler de sport et on va prendre du plaisir. C'est ça. À très bientôt. Merci à toi, Frédéric. À bientôt. Au revoir.
Et voilà, c'est le coup de sifflet final. Fin de l'épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou mettez 5 étoiles sur Spotify, ça aide à faire connaître le podcast. Vous aimez les podcasts ? Découvrez Allez Vas-y, notre podcast qui met en avant les personnes qui passent à l'action. Et n'oubliez pas, allez jeter un œil sur notre nouveau projet, Votre Histoire est un cadeau, sur Instagram ou Facebook. Je vous donne rendez-vous vendredi matin pour un prochain épisode de Tout un sport et à très vite sur nos réseaux sociaux.